Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez de quoi j'ai parlé pendant les 10 prochaines minutes. Pendant que le monde est en train de partir en sucette façon hyper vitesse, le 9 janvier dernier, Game Freak nous a jeté quelques petites infos croustillantes façon bukake concernant Pokémon épée et bouclier. Quand j'ai vu qu'il allait avoir un direct, dans ma tête c'était juste pour Pokémon Home, Pokémon Sleep et les Red Gigamax en plus. Jamais je ne me serais douté d'une telle annonce. Pour vous donner une idée de ma réaction, imaginez une fangirl qui assiste à un concert de BTS. À peu de choses près, c'était ma réaction pendant le direct. Bon, par contre, on a des infos il y a quelques jours sur Pokémon Home, et là, je vous avoue que je suis un peu moins emballé. Mais j'en oublie la bonne manière. Bonjour à tous, je suis Uma Playmaker, monarque de l'espace et du temps, et bienvenue sur ma chaîne. En temps normal, je parle de Beyblade, mais depuis un petit moment, j'ai lancé un format de hors-série où je parle de sujets différents, de mes autres passions, autres que les toupies, et je vous avoue que ça me fait rire d'avoir des commentaires de mes abonnés, où ils sont surpris de me voir commenter des vidéos qui n'ont rien à voir avec le contenu que je propose, mais enfin bref. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis et mes théories concernant l'île solitaire de l'armure et les terres enneigées de la couronne. Je dois être la 684e personne à faire ça, donc il se peut que vous ayez déjà entendu certains trucs chez d'autres vidéastes. Ceux qui n'ont pas acheté le jeu ou qui n'ont pas fini l'histoire principale jusqu'au moment de capturer le légendaire du jeu, Zacian ou Zamazenta, je vais spoiler sévère. Vous voilà averti. Pour donner mon avis général sur les jeux, épée pour ma part, Galar est une très belle région. Les personnages ont des personnalités très intéressantes, sauf Sonia, elle je la hais. Les jeux nous a offert un excellent rival, des musiques de combat absolument géniales, bref, dans l'ensemble, le jeu est très bien à un détail près, mais j'en parlerai après. Comme je l'ai dit plus tôt, Game Freak a annoncé les passes d'extension pour Pokémon épée et bouclier, les DLC ayant pour but de remplacer les versions complémentaires d'ancienne génération, donc Emerald, Noir et Blanc 2 ou Platine, entre autres, et ainsi étendre votre aventure tout en conservant votre sauvegarde. De nouvelles histoires, et tout un tas de nouvelles fonctionnalités, dont de nouveaux Pokémon, nouveaux Gigamax, nouveaux Red Dynamax, en priant Arceus que le niveau de débilité des ordinateurs évolue parce que faire un raid hors ligne c'est mission impossible, ainsi que le retour de 200 autres Pokémon de génération précédente, et la quasi-totalité des légendaires comme vous pouvez la voir dans Pokémon Rosa ou Pokémon Ultra. Perso, moi je ne suis pas vraiment intéressé par l'aspect technique et stratégique de Pokémon. Je connais les bases évidemment, mais la strat, comme vous pouvez le voir chez Fieldrong ou Redemption, ça me botte pas trop. J'ai essayé dans cette jeune génération, mais ça m'a vite saoulé. Moi Pokémon, c'est l'aventure, l'histoire et les différents mythes qui planent autour de la région de Galar. Donc forcément, quand on m'annonce qu'il y aura encore plus, moi je dis oui. Déjà, avant d'entrer dans les détails, il y a un truc qui m'intrigue. Si on part du principe qu'il faut avoir fini l'aventure pour pouvoir poursuivre avec les DLC, je me dis que les Pokémon sauvages et les dresseurs qu'on va affronter vont avoir des niveaux totalement insane. Quand on attrape le légendaire, nos Pokémon sont quelque part entre le niveau 65 et 70, idem pour les Pokémon sauvages des terres sauvages, à ce moment du jeu, ils sont tous minimum niveau 60. Que ce soit un adorable Yapetrini, ou un putain de tranchodon prêt à te changer en sushi si tu as le malheur de croiser son regard. Le DLC est réparti en deux parties. La première s'intitule L'île solitaire de l'armure et sera disponible en juin 2020. Une certaine personne, selon moi, Tarak, va vous envoyer sur l'île paradisiaque d'Isole Armure. Vous pourrez y accéder via le train de Brasswick. Le maître mot de ce lieu est le perfectionnement. C'est ici qu'on va trouver un dojo dirigé par Bustar, décrit comme étant le mentor de Tarak et un ancien maître de la Ligue de Galar. Autant vous dire qu'un combat contre lui, ça va pas être easy. Vous rencontrerez de nouveaux rivaux, un exclusif à chaque version, qui s'entraînent un jour pour pouvoir diriger leur propre arène, à des fins, disons, lucratives. Boostar va vous confier Wushurs, un Pokémon légendaire de type combat, que vous devrez entraîner. Bon, je ne cache pas que ça me fait légèrement chier, parce que je vais devoir me séparer d'un de Pokémon et les caser dans mon équipe, et que il est un type que je n'aime pas trop, donc bon. Et d'après les infos qu'on a, Wushurs est un élément clé du scénario de Isole Armure. Une fois son entraînement achevé, il évoluera en Chifours et possède deux formes possibles. La forme Saitama de type combat et ténèbres, et la forme Star Platinum de type combat et eau. On ignore encore ses conditions d'évolution, mais en fonction de comment on l'entraîne, il évoluera dans une de ces deux formes. Et là, j'ai pas mal de questions. J'aime beaucoup le design de Chifours, mais autant pour l'épée, le bouclier ou la couronne, je fais le lien avec les Pokémon légendaires correspondants, autant là j'ai un peu de mal. Je reconnais la tête et les motifs de son torse, mais ça s'arrête là. Le lien qu'il pourrait avoir avec le thème de l'armure, ce serait le fait qu'il pratique le kung-fu, un art martial d'autodéfense. Reste à savoir se défendre contre quoi. Chifours est censé avoir une importance scénaristique majeure pour sa première partie, et s'il s'entraîne autant au point de devenir le premier Pokémon légendaire de la 8ème génération qu'on peut faire Dynamaxer, carrément Gigamaxer, pour avoir une force aussi abusée, c'est forcément pour une bonne raison. Selon ma théorie, Wushurs aurait un rival, voire carrément un ennemi juré, qui combat depuis des années. Soit un autre Wushurs, soit un Pokémon qu'on connaît pas encore. Ce rival/ennemi pourrait être plus fort que lui,
au point de devenir une menace pour Isolarmur, ou pourquoi pas, la région de Galar entière. Ainsi, il nous accorderait sa confiance pour devenir plus fort, car on est maître de la Ligue, et qu'on a sauvé le monde d'Eternatus. Évidemment, c'est qu'une théorie personnelle, mais vous remarquerez que je n'ai pas mentionné Zacian et Zamazenta. J'ai du mal à imaginer que notre ours en peluche bodybuildé ait un lien avec les loups légendaires. Suite aux événements d'Isolarmur, une personne va vous envoyer aux terres enneigées de la Couronne, Couronneige, deuxième partie du DLC qui sort fin 2020. Une fois sur place, vous serez à la tête d'une équipe d'exploration, car l'exploration est le thème de ces terres. D'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe, mais effectivement, certains ont remarqué la ressemblance entre ces personnages et notre bon vieux et psychopathe Chéros. Peut-être que cette personne fera appel à vous quand vous aurez fini Isolarmur, même si je garde pas la possibilité que ce soit Sonia ou Nabi qui vous envoie là-bas, afin de recueillir des données sur de nouvelles espèces de Pokémon. En termes de scénario, on risque d'être bien gâté, car Couronneige renferme au moins 6 tout nouveaux Pokémon légendaires. Déjà, 2 nouveaux golems, ou régis. Niveau des types, tout le monde est à peu près d'accord. Le jaune serait de type électrique, et le rouge serait de type dragon, mais c'est d'autres disent qu'il serait de type feu ou ténèbres. Il faut savoir que chaque régie représente une époque de notre histoire. En excluant Regigigas, qui a créé les autres régis, et qui a déplacé les terres du monde Pokémon avec sa force continentale. Ainsi, Regias représente l'ère glaciaire, Regirock l'âge de pierre, et Registeel l'âge de fer. En principe, le Régi de couleur jaune représenterait l'époque actuelle, avec l'électricité qui est indispensable dans notre vie quotidienne. Quant au Régi de couleur rouge, il représenterait soit les Moyen-Âge, vous savez l'époque où les chevaliers tabassaient les dragons dans les bouquins pour enfants, qui serait plus que cohérent avec Galar, soit l'époque des dinosaures, puisque les japonais font pas la différence entre dragons et dinosaures. Le terme Ryu définit les deux en fait. Vis-à-vis des régis, je ne m'attends pas à quelque chose de spécialement énorme, si ce n'est un petit plus dans l'histoire de Regigigas, et si certains fans commencent à s'enjailler puisque Regigigas est un Pokémon de 4ème génération, et inutile de vous rappeler à quel point certains fans veulent absolument un remake à Diamant et Pearl, qu'ils attendent depuis Rosa, donc bon, moi personnellement, je suis pas trop fan des remakes. Passons ensuite aux oiseaux légendaires. Alors là, c'est un gros débat. Que sont-ils? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Alors là, plusieurs théories ressortent. La première est qu'il s'agit des formes de Galar des oiseaux légendaires de Kanto, Articoda, Elector et Sulfura. Ce qui me surprendrait puisque ces oiseaux sont censés être uniques. Même si ce serait cool d'avoir des formes régionales de Pokémon légendaires, ce qui serait une première, par rapport au lore du monde Pokémon, ce serait le gros bordel. Autre théorie, comme quoi ça serait de tout nouveaux Pokémon qui ressembleraient aux oiseaux de Kanto pour X raisons. Ça se tient. Personnellement, je pense que ce sont bien Articodin, Sulfura et Elector, mais avec de nouvelles formes, qui peuvent tenir grâce à un objet spécial en lien avec l'arbre au centre de Couronneige, un peu comme les djinns d'Unis, Fuguris, Boreas et Météros, qui peuvent changer de forme en mode totem avec le miroir argenté. Ces trois-là auraient un lien avec le grand légendaire de cette deuxième partie, Sylveroi. D'après l'information qu'on a pour le moment, il aurait régné sur une partie de Galar par le passé, et aurait la capacité de voir le passé, le présent et le futur. Beaucoup ont fait le rapprochement avec Celebi, vu qu'ils ont le même double type, plante et psy, et que ses pouvoirs sont aussi basés sur le temps. Sauf que Celebi, lui, peut voyager dans le temps, pas le voir. Une petite différence quand même. Et c'est là où je vais parler de ce qui m'a déplu d'un Pokémon épée. Là où dans d'autres régions les habitants connaissent les légendes de leurs légendaires sur le bout des doigts, ici à Galar, on ne sait rien. On apprend pendant le jeu que le héros qui a mis fin à la Nuit Noire est en fait deux Pokémon, les frères loups, et que la Nuit Noire elle-même était un Pokémon tombé sur Terre il y a 20 000 ans. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des centaines d'années, ou des milliers, je sais plus trop, Eternatus a menacé le monde et qu'il a été arrêté par Zacian et Zamazenta. Et que chacun est parti en sommeil de son côté. Eternatus dans un œuf sous ce qui deviendra plus tard le stade de Kikanam, et les loups dans la forêt de Sleepwood, où ils se manifesteront via des illusions, comme on a pu le voir au début du jeu. Mais à part ça, on ne sait pas grand chose. Puis entre nous, j'aurais préféré qu'Eternatus soit un dragon bien vénère, style Nergigante, plutôt qu'un nécrosma asthmatique que plus. Pourquoi est-ce que la statue des loups légendaires était cachée à Olchester? Pourquoi est-ce qu'il y a une statue d'un héros humain au rose bouton d'or? Et surtout, quelle est la véritable signification de la fresque de Greenbury, qui, je le rappelle, était mise en avant lors des premiers trailers du jeu, début 2019? Tant de questions laissées sans réponse, qui donnent cette impression que l'histoire de nos légendaires est incomplète. Plus, on apprend seulement en post-game qu'il existe une royauté à Galar, représentée par les descendants directs des premiers rois de la région, Jean Targe et Jean Fleuret. Deux putains de rage de Fortnite qui étaient prêts à tout pour faire passer Zacian et Zamazenta pour des méchants et prouver à tout le monde qu'ils sont les vrais héros. Et bizarrement, ils finissent pas en prison à la fin. Je me dis que si Sylveroi a la possibilité de pouvoir voir n'importe quel événement de n'importe quelle époque, peut-être qu'ils pourront nous éclaircir sur tout ça. J'imagine une cinématique comme dans XY, avec le roi Z. D'ailleurs, la théorie comme quoi Galar aurait lien avec Kalos est toujours d'actualité. Pourquoi pas? Même si à mes yeux ce n'est pas forcément indispensable. Même si l'Angleterre et la France, pays qui ont inspiré Galar et Kalos, ont des liens historiques. Donc, à voir.
On en saura plus à la sortie du DLC, ou pas. Les différents animés peuvent aussi nous donner quelques indices en attendant. Aide du Crépuscule, qui prend place directement dans l'univers de Pokémon Épée et Bouclier, Pocket Monster 2019, où nos héros font littéralement le tour du monde, ou encore le film 23, qui sort cet été au Japon. Et justement, à l'heure où j'écris cette vidéo, de toutes nouvelles informations sont tombées pour le Pokémon Day, aka l'anniversaire de Pokémon, le 27 février. On notice l'apparition d'un tout nouveau fabuleux de 8ème génération dans Pokémon Go, Pokémon Master, Pokémon Épée et Bouclier via des raids Dynamax, et sera dans le film Pokémon Coco. On n'en sait pas plus, il faudra attendre. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé en effet, mais j'avais envie de partager mes théories sur les DLC, l'occasion aussi pour moi de parler de Pokémon sur ma chaîne, et j'en reparlerai peut-être à l'avenir, dans un autre hors-série. Pour plus d'informations, je vous invite à aller vous renseigner sur le site Pokémon Trash. Alors non, ce n'est pas un partenariat, c'est juste que depuis des années, je m'informe via ce site, donc si jamais ça peut vous aider, le lien est en description, allez-y. Et bien étant pour moi de tirer ma révérence, on se reverra peut-être pour une autre vidéo Pokémon, j'ai hâte de voir les prochaines news, ceci dit, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.